Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire co-organisé par Novabuild et les DRO, qui est dédié aujourd'hui à l'action bas carbone dans les bâtiments. Sans plus tarder, je vais proposer à François Guérin de nous rejoindre pour le propos d'introduction de ce webinaire où, comme vous le voyez, on va se donner ensemble, collectivement, l'objectif de passer de 9 tonnes de carbone pour chaque Français à 2 tonnes. Et on va essayer de regarder concrètement comment le bâtiment va contribuer à cette transformation-là. Donc pour le propos introductif, pour le collectif des dirigeants responsables, François Guérin, à vous la parole. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Bonjour tous les membres de dirigeants responsables. Je suis désolé des conditions. Moi, je suis en déplacement, mais je voulais aussi participer au moins à l'introduction de ce webinaire. Alors, ce que je voulais expliquer, c'est le principe de ce premier webinaire qu'on fait pour tous les membres de DRO, de tous les territoires. Le but du collectif, c'est de mettre en place des outils communs à tous les territoires, de partager des expériences pour accélérer aussi la transformation de nos entreprises. Et dans ce partage d'expériences, on souhaite mettre en avant des chantiers, des travaux qui ont été réalisés sur des territoires et qui peuvent aider aussi les autres territoires. Et donc ce webinaire met en avant un travail extrêmement important, intéressant, pertinent, qui a été mené sur Dirigeants Responsables Nantes, où il y a une collaboration entre Novabuild et qui sera expliqué tout à l'heure, quelle est cette association, et les dirigeants responsables pour mettre en place un outil et faciliter la transition de nos bâtiments, la transition énergétique, la décarbonation, plein de démarches qui vont dans le sens, en tout cas, des actions portées par dirigeants responsables. Voilà, alors je ne vais pas être plus long que ça, mais je vous souhaite un bon webinaire. Ce sera le premier d'une série. On essaiera de mettre en place régulièrement ces webinaires pour partager les pratiques sur nos territoires. Bon webinaire. Merci. Et je repasse la main. Merci François, si vous voulez bien rester quelques minutes en ligne. Merci François, si vous voulez bien rester quelques minutes en ligne, le temps que je termine l'introduction pour le compte de Jérôme Le Gall, président de Novabuild. Novabuild, comme vous le disiez, est une association, représente plus de 400 acteurs de la construction, de l'immobilier, de l'aménagement en Pays de la Loire, engagés dans des démarches des ressources, de préservation de la biodiversité et évidemment des démarches qui rentrent dans des stratégies carbone et résilience. Ces 420 acteurs se sont regroupés en associations et ont une équipe que je dirige qui accompagne les démarches les plus emblématiques ou celles tout simplement qui tentent de parvenir aux objectifs de la décarbonation qui sont particulièrement ambitieux pour notre profession. Alors nous, on est particulièrement ravis de présenter aujourd'hui ce parcours ABC parce que c'est aussi la concrétisation d'abord d'une histoire à deux et le fait qu'on a fait ensemble. Et en fait, c'est pas si commun que ça. C'est particulièrement intéressant avec toutes nos différences d'avoir associé deux structures qui, je pense, n'auraient, en tout cas pour nous, on n'aurait pas été en mesure de faire ce qui a été fait là si on l'avait fait seul. Il y a eu ces allers-retours continuels pendant ces 2 dernières années qui ont permis d'avoir un outil qui est particulièrement utile. Et on peut dire d'une certaine façon, le faire ensemble, c'est à la fois le moyen, mais c'est aussi l'objectif. On voit bien que dans une stratégie de décarbonation, faire seul est quasiment impossible. Donc, d'une certaine façon, l'association DRO Novabuild, c'est aussi un message qu'on envoie à chacun d'agir avec les autres, d'agir de concert, de mettre en place la coopération pour réussir. Et puis le deuxième sujet, c'est rendre tangible quelque chose qui est extrêmement complexe, voire intellectuel ou intellectualisé. La tonne de carbone, ça ne se voit pas.
C'est alors une tonne, si peut-être, mais la tonne de carbone incorporée dans un matériau, c'est relativement complexe à déceler. Et nous avons voulu, bon, on peut dire que c'est un peu de la communication, mais de dire on va vous mettre le carbone à portée de main, de rendre compréhensible. Et tout à l'heure, dans quelques minutes, on va essayer de vous le démontrer, de rendre accessible les grandes masses pour pouvoir faire les bons choix. Parce que parfois, on se rend compte que certains choix sont marginaux. Or, l'objectif, c'est pas de faire des choix marginaux, c'est de réduire, d'abord de diviser par 2 le poids carbone de nos ouvrages en à peine 7 ans et rediviser par 2 dans la série qui suit. Et donc ça, forcément, il faut aller jouer sur les grands volumes. Donc c'est en partie ce qu'on a tenté de faire entre DRO et les dirigeants responsables et Novabuild. Et j'espère qu'on a réussi. Est-ce que vous voulez rajouter un mot, François, ou on passe la parole à nos 2 intervenants qui vont expliciter la plateforme? Un petit mot, oui. Effectivement, c'est très bien de le dire. L'aspect collaboratif de toute la démarche, de dirigeant responsable, c'est l'esprit de collaboration entre les membres, mais c'est sûr embarquer le système territoire où on a des collaborations menées qui partagent ces ambitions de la transformation de nos modèles, de la transition écologique. Bien sûr, c'est toujours très fructueux et je pense que là, effectivement, c'est un bel exemple de coopération sur un territoire. Et je vous repasse la main. Merci beaucoup, bonne journée, bonne route. Et on va tout de suite donner la parole à Jérôme Beauvois d'Hérault, qui a été pilote du chantier bâtiment pour les dirigeants responsables, et Lola Duménil, qui est chef de projet bas carbone et résilience, qui porte le projet pour nous en interne. Alors, je ne sais pas comment vous êtes répartis la parole. C'est toi, Lola, qui démarre? Bonjour à toutes et tous. Donc j'attends Jérôme, voilà. Je suis là. Bonjour à tous. Jérôme, je te laisse commencer. Oui, d'abord, je voudrais remercier tous les participants, qu'ils soient de l'Ouest, de l'Est, du Nord. Ça fait très plaisir de faire ce premier webinaire sur un territoire élargi, comme le disait François. Merci d'être là. C'est vrai que c'est 9h du matin. Ce n'est pas forcément un sujet qui est comment dire, très attractif comme ça sur le principe, mais ce qu'on aimerait vous présenter ce matin, c'est la possibilité d'avoir un impact fort sur la décarbonation sous l'angle du bâtiment. Alors, il y a 3 ans, DRO avait lancé ce grand chantier, en 11 chantiers, pour voir comment on pouvait, dans nos entreprises, décarboner nos activités pour atteindre des objectifs qui sont colossaux. On va le voir sur les slides qui vont suivre. Alors, moi, je me présente rapidement. Je m'appelle Jérôme Beauvois. Je travaille dans une société qui s'appelle LibreCours, que j'ai créée. J'ai passé 25 ans dans le monde de la construction du logement. Et j'ai vu les évolutions de ce monde de la construction à un moment où la question du carbone n'était absolument pas le sujet. On avait d'autres problématiques. J'ai connu 4 réglementations thermiques. Lorsque j'ai commencé à travailler pour construire un bâtiment ou rénover un bâtiment, on était 5 autour de la table, entre l'architecte, le maître d'ouvrage, le bureau d'études. Aujourd'hui, on est 9. Donc, c'est un métier qui s'est énormément complexifié. Les réglementations se sont énormément complexifiées. L'autre jour, un membre du bureau Veritas, donc bureau de contrôle, m'expliquait que pour construire un Airbus A320, il y avait autant de réglementations que pour construire un immeuble de 50 logements. Donc, c'est vous dire à quel point ce monde est réglementé. Donc là, l'idée de ce matin, c'est non pas de vous assommer de ces réglementations, de ces difficultés, mais de vous dire comment c'est né, comment ce projet est né et comment on peut, avec des moyens simples, vous faire participer à ce grand défi de décarbonation. Il y a 2 choses. Il y a la volonté personnelle d'un dirigeant de vouloir décarboner son activité sous différents angles. Donc là, on va parler de l'angle du bâtiment. Et puis, il y a aussi la question de la réglementation avec le décret tertiaire notamment, qui va obliger tout propriétaire d'un bâtiment de plus de 1000 m² à destination de bureaux ou activités de mettre en place un plan de décarbonation dans les objectifs qui ont été fixés, donc réduction par 2 d'ici 7 ans et par 2 d'ici 17 ans. Donc, autant vous dire que le défi est important. Au quotidien, nous, on fait des gestes pour rentrer dans une logique de décarbonation entre les poubelles, la réduction du chauffage, etc. Mais il faut juste savoir que la bonne nouvelle de ce matin,
c'est qu'en immobilier, l'impact, il est extrêmement important. Donc, on le voit sur la slide qui est là, puisque le bâtiment représente plus du quart, du quart de l'impact carbone. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on estime, alors les chiffres varient, mais on estime qu'un habitant en France consomme 11 tonnes de CO2 par an. L'objectif, c'est qu'il n'en consomme plus que 2 dans un avenir qui est très proche. Donc, c'est effrayant sur le principe, mais on peut se poser aussi la question de savoir comment on peut faire. Là, vous avez un impact fort. C'est comme si vous deviez faire passer un message important, que vous avez 2 personnes dans la salle, c'est quand même mieux qu'il y ait 100 personnes. Parce que l'impact de ce que vous allez dire, eh bien, il va être divulgué auprès de 98 autres personnes. Le bâtiment, c'est pareil. Si vous agissez sur une politique de décarbonation, eh bien, vous avez un impact qui est considérable, qui est immédiat et qui représente un quart de cet objectif. Donc, si on voit sur la slide suivante, si on voit l'impact que ça a sur le bâtiment, vous voyez ici, on a donc un impact de 2,7 tonnes aujourd'hui affecté au bâtiment, à l'aménagement, à la rénovation, les matériaux, etc. Eh bien, l'objectif, c'est comment faire baisser les émissions d'environ 2,3 tonnes pour arriver au 0,4, qui est l'objectif impérieux. 0,4. Ça paraît considérable. Eh bien, c'est ce qu'on a fait avec Novaville. On a commencé à travailler donc d'héros sur ce sujet-là, en essayant de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre comment, sur un sujet aussi complexe que le bâtiment, on pouvait simplement faire baisser ces émissions de manière impactante. On a réfléchi, travaillé avec un groupe d'une 30aine de personnes, et assez rapidement, on s'est, je vais le dire très simplement, pour reprendre les propos de Pierre aussi, on s'est rendu compte qu'on était vulnérable. Vulnérable parce qu'on n'avait pas la science, la connaissance pour pouvoir divulguer cette ambition. Et très rapidement, on s'est rapproché de Novabuild. Et j'aimerais faire passer ce message-là, comme le disait Pierre-Yves, sans Novabuild, on peut avoir des bonnes idées, mais sans se rapprocher de Novabuild, on n'aurait jamais pu mettre en œuvre ce qu'on va vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on va vous montrer ? On va vous montrer un outil qui est extrêmement pédagogique. J'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas un outil, ce n'est pas un calculateur, comme vous pouvez avoir. C'est pas en rentrant des données que vous allez pouvoir savoir dans votre bâtiment combien de kilos vous allez pouvoir économiser. Mais par contre, c'est un travail considérable qui a été fait. On a plus de 109 références et qui vont vous permettre, en suivant un parcours, d'où le nom parcours bas carbone, ABC, en suivant de manière assez simple des étapes, vous allez pouvoir, en l'espace de 10 minutes, voir quels sont les grands items sur lesquels vous pouvez travailler. Et une fois que vous avez fait cette sélection, eh bien, vous allez pouvoir suivre un parcours dans lequel on va vous dire, voilà, sur cette image, on va vous dire, par exemple, quel est le contexte réglementaire de la rénovation tertiaire, comment je réduis les consommations de chauffage tertiaire sur mon bâtiment. Et en ayant agrémenté certains critères qu'on va vous montrer, eh bien, le parcours ABC est en mesure de vous dire quel sera l'impact. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on a une réduction, on a une icône qui dit réduction des consommations de chauffage de 171 kg par an. Eh bien, c'est l'impact que vous aurez sur votre parcours. Vous allez pouvoir faire des choix comme ça. On ne peut pas tout faire. Je prends souvent l'exemple d'un agriculteur à qui on dit vous allez devoir dépenser 4 fois moins de carbone sur votre champ. Comment vous pouvez faire ? Il ne va pas couper son champ en 4 et n'utiliser que le quart de son champ. Il va devoir faire des choix sur les saisonnalités de sa production, sur les outils qu'il va utiliser pour travailler son champ. Et en fait, on fait exactement la même chose là. On vous aide à faire des choix. Et ces choix, vous voyez, vous le voyez, c'est un parcours didactique extrêmement simple. J'évalue mes priorités. On va voir ce que ça donne formellement. Je les sélectionne. Donc, il faut faire des choix. Il y a des éléments qu'il ne faut pas choisir parce qu'ils n'ont pas d'impact et puis vous ne pouvez pas les faire, tout simplement. Et enfin, le parcours, une fois que vous avez fait ce parcours-là, eh bien, le parcours va vous donner à la fois un rapport quantifié pour vous dire vous allez pouvoir économiser à peu près tel
telle masse de décarbonation. Et puis, il va vous mettre un rapport avec des fiches synthétiques que vous pourrez, à ce moment-là, regarder, analyser et soumettre également aux bureaux d'études, aux architectes avec lesquels vous pourriez travailler. Donc, l'exemple, c'est très simple. On a pris une phrase, un contexte, je m'appelle Anne dans le numérique, je dirige une entreprise de logistique et je veux rénover mes locaux administratifs dans le cadre de la stratégie bas carbone de l'entreprise. Comment je fais? Et voilà, très rapidement, quand vous sélectionnez la première fonction du parcours ABC, eh bien, vous avez, comme sur un calculateur de crédit, par exemple, vous avez différents items. Donc là, je suis propriétaire d'un bâtiment de tertiaire, propriétaire ou locataire d'ailleurs, d'un bâtiment tertiaire. Je suis maître d'ouvrage, donc je suis propriétaire ou occupant de ces locaux. C'est à destination du bureau et également l'industriel. Et je souhaite entamer une stratégie de rénovation de mon bâtiment pour différentes raisons. Et à partir de là, je vais laisser la parole à Lola qui va nous expliquer le principe. Eh bien, vous avez un ensemble de fiches qui vont être mises à votre disposition et sur lesquelles vous allez pouvoir regarder les différents impacts sur différents items. Lola, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jérôme. Je reviens un instant sur la slide précédente pour attirer votre attention sur le fait que donc il y a bien tout un ensemble de parcours qui peuvent être disponibles. Donc ici, on s'attarde sur le cas du parcours tertiaire, mais il y a bien entendu des étapes qui concernent aussi les logements, les aménagements ou les travaux publics ou encore les bâtiments industriels et agricoles. En sélectionnant votre parcours, c'est important de sélectionner des critères. À noter, il faut sélectionner au moins un mot-clé pour que le site puisse être actif. Mais vous pouvez aussi en sélectionner tout un ensemble, voire tous les mots-clés si vous voulez voir l'ensemble des fiches qui pourraient vous concerner. Vous pouvez aussi revenir sur cette étape autant de fois que vous voulez. Et même en étant passé aux étapes suivantes, vous pouvez revenir en arrière et remettre à jour votre sélection. Et donc en passant donc sur l'étape B, sélection des étapes, vous obtenez un panel d'étapes parmi les 109 disponibles qu'évoquait Jérôme, qui concernent donc la sélection que vous avez faite. Sur ces étapes, il y en a certaines qui ont des gains de CO2 potentiels, qui sont ici celles avec un numéro affiché en bas. On reviendra dessus plus en détail ensuite. Certaines qui n'ont pas de gain de CO2. Ce sont ce qu'on appelle les conditions nécessaires, qui sont des conditions qui n'ont pas de gain direct de CO2, mais qui peuvent être une aide méthodologique. Donc voilà, c'est important de garder en tête qu'il y a aussi ces étapes qui ne sont pas quantifiées de la même façon, mais qui peuvent également être utiles. Donc parmi ces étapes que vous obtenez, vous pouvez cocher celles que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre étude de bâtiment. Donc par exemple, vous pouvez cocher le fait de réaliser un audit global, agir sur votre consommation de chauffage et ne pas agir sur les consommations en informatique. Donc, une fois que vous avez réalisé cette sélection, vous pouvez passer donc à l'étape suivante. Vous pourrez bien sûr revenir sur l'étape B autant de fois que nécessaire. Et cette étape suivante vous permet d'obtenir le bilan du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors attention, pour bien interpréter ce chiffre, il est important de prendre en compte que c'est un chiffre à considérer si tous les décideurs du tertiaire suivaient ces étapes de la même façon que décidées par la personne qui coche les cases. Et alors, on peut espérer une baisse d'émissions de gaz à effet de serre par habitant et par an. C'est-à-dire qu'on se ramène bien à l'ordre de grandeur des passages de 10 tonnes à 2 tonnes. Donc ici, avec la sélection, on obtient 335 kg de réduction de CO2. Donc on voit bien 335 kg sur l'effort du passage de 10 tonnes à 2 tonnes. C'est non négligeable. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous, on rappelle l'objectif à 2030, donc de diviser par 2 les émissions, et l'objectif à 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Il y a un calculateur qui permet de rapporter les objectifs qu'on a sélectionnés au potentiel de réduction totale pour savoir à quel niveau d'effort on est en mettant en place ces actions.
Donc ici, un exemple d'étape. Donc sur chaque étape, vous pouvez cliquer pour obtenir le détail. Chaque étape peut être sélectionnée ensuite soit sur le site, soit en PDF. Vous l'obtiendrez aussi ensuite dans le rapport complet. Donc sur chaque étape, on a un récapitulatif en haut en bleu du potentiel gain d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, il y a des repères chiffrés qui vont permettre d'orienter ces actions, d'avoir une bonne compréhension des enjeux globaux, remettre en perspective et donner toutes les informations nécessaires à la compréhension du sujet. À la suite de la fiche, il y a une liste d'actions qui peuvent permettre de mettre en action cette action. Pour obtenir les gains espérés, il faudrait réaliser un maximum de ces actions-là. Il y a aussi des références qui permettent d'aller plus loin, avec des références documentaires plus poussées. Et puisqu'on souhaite aussi s'ancrer dans le réel et le passage à l'action, sur chaque fiche, il y a des retours d'expérience de bâtiments qui peuvent être exemplaires pour cette action, donc pour s'inspirer et se sourcer. Voilà pour la présentation assez rapide du site et du fonctionnement. Par la suite, un peu plus en détail. On démarre un premier jeu de questions-réponses. On en a quelques-unes qui sont arrivées là dans le chat. D'abord, vraiment qui relève du parcours sur le site lui-même. Les filtres, dans la slide A, il y avait des filtres parcours. Et alors, c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas fait, c'est peut-être un petit peu théorique ou que difficile à comprendre du premier coup d'œil. Lola, est-ce que tu es en mesure de nous dire à quoi servent ces filtres-là? Oui, effectivement, il y a deux sélections en fait. La première sélection A, elle permet de faire une présélection des étapes pour estimer son potentiel de réduction. Donc là, on va vraiment parler du type d'ouvrage, du type d'acteur qui s'intéresse au projet. Et à partir de là, sur les 109 étapes au total, on va obtenir une sélection, par exemple 20 de ces étapes-là qui correspondent au projet. Ensuite, l'étape B, on va sélectionner les actions qu'on souhaite mettre en œuvre. Et donc ici, le prorata des actions qu'on met en œuvre sur les actions potentielles pour son bâtiment vont nous permettre d'obtenir le potentiel de réduction mis en œuvre par rapport au potentiel de réduction total. Et un petit peu du même ordre, la rubrique besoin, à quoi est-ce qu'elle sert? À quoi est-ce qu'elle correspond? La rubrique besoin, je ne sais pas de quelle... Alors, si Aurélie Sevé peut préciser un petit peu plus, et à ce moment-là, c'est plus, je posais l'autre question de Françoise Lelanne qui est intéressante, mais qui est moins sur l'outil lui-même que en principe. Je trouve intéressant cette idée de caractéristiques intrinsèques du bâtiment. Évidemment, quand on a une étude, un diagnostic flash sur un bâtiment, on part du bâtiment lui-même. Et évidemment, les caractéristiques intrinsèques, elles jouent sur les choix. Et là, on est dans une moyenne. Et donc, Françoise Lelanne nous dit, mais est-ce qu'on peut arriver, est-ce que la moyenne a du sens? Moi, c'est en tout cas comme ça que je la comprends, en se passant des caractéristiques intrinsèques du bâtiment. Est-ce que ça a une valeur de jouer comme ça? Je ne sais pas qui de Jérôme ou de Lola veut. Oui, alors moi je veux bien qu'on revienne, je veux bien m'arrêter 2 secondes sur cette question qui est tout à fait pertinente. Donc c'est sur la slide d'avant. Je ne sais pas si Lola, tu peux mettre la slide juste avant. Encore. Voilà. En fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que effectivement, c'est pas le parcours ABC n'est pas une étude circonstanciée de votre bâtiment. Ça, c'est les professionnels qui vont le faire, mais vous êtes maître d'ouvrage, donc vous allez pouvoir faire des choix. Être maître d'ouvrage, c'est de donner des indications, de donner un programme et de dire, voilà, mon ambition, c'est celle-là. Donc, vous pouvez dire, voilà, mon ambition, à travers le parcours ABC, c'est de faire baisser ma consommation carbone de X kilos, X tonnes, je l'espère, d'ici à telle échéance. Donc là, par exemple, lorsque vous faites votre parcours, vous avez une série d'étapes, mais vous avez surtout une série d'informations. Et là, vous avez eu l'extraction d'une des 109 fiches qui ont été produites par Novabuild sur tous les items possibles. Donc là, on a par exemple la fiche émissions de gaz à effet de serre du chauffage par usage tertiaire. On vous donne
Déjà, un état statistique. Je ne sais pas si vous voyez bien sur cette slide les différents items où on a le commerce, l'enseignement, l'habitat communautaire et les bureaux, etc. Santé sociale, etc. Les hôpitaux. Et qu'est-ce qu'on voit, par exemple? On voit que là, typiquement, on s'inscrit dans un contexte où le bureau a un impact quasiment équivalent sur la question du chauffage, quasiment équivalent à celle du logement. Je ne sais pas si vous imaginez la force de cet impact-là, qui est quasiment équivalent à celui, par exemple, aussi des hôpitaux. Et à droite, vous avez différentes petites aides, et on a une coupe, on va dire, un petit peu synthétique des impacts qu'il peut y avoir sur les résistances thermiques d'un bâtiment, par exemple. Si vous avez des bureaux avec un entrepôt, eh bien, vous pourrez remarquer que sur l'aspect toiture, c'est la petite coupe du bâtiment qu'on voit en haut à droite, eh bien, ça a un impact en kilowattheure de X kilos. Vous avez la même chose par mètre carré. Vous avez la même chose sur le plancher, sur les murs, etc. Donc, vous pouvez commencer de manière je dirais, assez simple, de dire, tiens, ce serait intéressant que je regarde la question de mes murs, des murs de façade de mes bâtiments. Quel impact ça a? Donc là, on le voit tout de suite. Et puis ensuite, vous avez d'autres petites aides qui vous permettent de voir quels sont aussi les items d'impact fort. Si vous êtes, évidemment, alors on ne vous apprend rien, mais si vous êtes sur un chauffage au fioul, eh bien, vous voyez tout de suite ce que ça représente dans la consommation de votre bâtiment. Donc, pour répondre à la question de Françoise, les caractéristiques intrinsèques du bâtiment de départ influent-elles? Oui, évidemment, c'est le sujet. Mais ce parcours ne permet pas de dire, voilà, ce n'est pas une étude précise de votre bâtiment. Ça va vous permettre d'arriver devant un bureau d'études en parlant le même langage que lui. Je ne vous cache pas que même moi, en tant que professionnel, lorsque j'échange avec des bureaux d'études, c'est des données extrêmement scientifiques, complexes. Pour comprendre, ça prend du temps. Voilà. En revanche, si vous avez une sensibilisation, je veux dire, pédagogique, je reprends l'exemple de l'agriculteur tout à l'heure avec son champ. L'idée, c'est pas de lui dire vous allez diviser votre champ par 4 et n'utiliser que le quart. L'idée, c'est de lui dire on va vous donner des outils qui vont vous permettre de mieux appréhender cette problématique carbone sur votre champ à travers des outils donc pédagogiques, des outils mécaniques aussi, des outils scientifiques et puis des outils humains lorsque vous allez mettre en place votre stratégie. Merci Jérôme. Ça me fait penser à une chose. En fait, on disait c'est le mariage ou l'association des dirigeants responsables de Novabit qui a créé cet outil. Et en fait, il ne faut jamais oublier la cible. Pour nous, c'était les dirigeants. Donc, en fait, il y a une simplification et on sort du contexte pour donner les grands volumes permettant ensuite de faire des choix et un cahier des charges permettant ensuite à un bureau d'études de faire le travail nécessaire pour rentrer dans le concret. Alors, si on revient à la question d'Aurélie Sevet sur les besoins, Lola? Oui, exactement. En fait, c'était sur cette slide-ci, dans la partie filtre. Donc, effectivement, on peut détailler un petit peu à quoi ça correspond. On peut en fait parler ici des différentes étapes du projet ou bien de méthodologie de parcours. Donc, les items parcours, ça va correspondre plutôt à la méthodologie générale du projet. Donc après, voilà, il y a des informations sur les acteurs, l'aménagement du terrain, etc. Et donc, l'item besoin en question, ça va être tout ce qui va concerner les usages et l'optimisation des besoins du projet. Par exemple, dans cette catégorie, on retrouve le fait d'éviter de construire des bâtiments lorsque ce n'est pas nécessaire, donc ce qui va nécessiter la prise en compte des besoins du bâtiment. Est-ce qu'on a besoin de construire ce bâtiment-là ou est-ce qu'on peut en rénover un autre? Enfin bref, il y a toute une étude qui peut être faite derrière ça. On va aussi y retrouver, par exemple, le fait d'agir sur la mobilité domicile-travail, qui va demander la prise en compte en fait, des besoins de mobilité avant de travailler sur le bâtiment en tant que tel. Donc, c'est aussi ici qu'on va prendre en compte de concevoir des logements ou des bâtiments bioclimatiques, donc pour optimiser la conception du bâtiment en fonction des besoins
en termes d'énergie, de chauffage, de lumière, etc. Merci beaucoup, Lola. Et donc, Aurélie et Françoise nous vous remercient de vos réponses. Alors, en fait, on a essayé aussi aujourd'hui d'essayer de vous donner les principaux enseignements de cette plateforme Parcours ABC. On a plus de 100 fiches précises telles qu'elles ont été détaillées tout à l'heure par Lola, avec beaucoup d'informations, de sourcing. Alors, il y a des schémas qui donnent des volumes, et puis il y a des éléments de référence. Et je pense qu'on va maintenant pouvoir rentrer un petit peu sur les principaux enseignements concernant le tertiaire, la rénovation du tertiaire. Et comme ça, on va repartir avec plein de données qui confirmeront peut-être que l'obligation de rénovation, elle ne tombe pas complètement du ciel et qu'il y a une vraie nécessité de rénover. Alors, lequel des deux reprend la parole maintenant ? Moi, je vais prendre la parole rapidement pour dire qu'effectivement, ce qu'on vous a présenté jusqu'ici, c'est la partie visible de l'iceberg. Le travail qui a été fait, par Novabuild et DRO, et notamment Novabuild, parce que je rappelle que Novabuild a mis à disposition un salarié qui a travaillé à plein temps sur ce sujet pendant plus d'1 an et demi. Et que le travail qui a été fait, c'est une analyse de toutes les statistiques et de toutes les données qu'on peut avoir au niveau de l'ADEME, de l'État et de différentes ressources. Donc, c'est un travail qui est considérable. Je vous propose, Lola, qu'on mette les slides pour montrer quelques exemples de fiches. Parce que je ne sais... Voilà, merci. Donc, on voit, par exemple, on a des enseignements. Alors, ça, ce n'est pas une fiche synthétique, c'est juste un enseignement de toutes ces fiches. Qui donne les grandes tendances. Donc, on voit tout de suite que l'impact réel, l'impact majeur en décarbonation, c'est, dans le tertiaire, c'est la rénovation. Voilà. J'apprends rien à personne, mais quand même, certains professionnels ont encore des doutes là-dessus, mais la rénovation, c'est le premier item. Donc, vous voyez un peu l'impact ici, je ne vais pas le détailler, mais c'est considérable. Ouais. Ensuite, vous avez... Lola veut ajouter un mot. Oui, merci beaucoup Jérôme. En effet, je voulais remettre ces éléments pour rappeler, on l'a dit au début, que le tertiaire, que le bâtiment occupait à peu près un quart de l'objectif de décarbonation de manière générale. Donc le bâtiment, ça représentait 2,3 tonnes de potentiel de décarbonation. Et sur ce potentiel, le secteur tertiaire, en cumulant le neuf et la rénovation, représente 740 kg, ce qui représente un tiers de l'effort de décarbonation du secteur du BTP. Et dans ce tiers-là, la rénovation est prépondérante. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait axer sur la rénovation aujourd'hui, en plus du fait que c'est un sujet qui concerne de manière très forte les dirigeants d'entreprise aujourd'hui, à travers le décret tertiaire, entre autres, parce qu'il y a aussi plein de sujets qui poussent à s'intéresser à ce sujet, comme le fait d'avoir une démarche RSE ou vouloir faire des économies d'énergie. Lola, si tu permets, dis autrement, dans les 10 tonnes qui sont dans le sac à dos de chaque Français en moyenne, il y en a qui sont à 12, d'autres qui sont à 8, mais dans les 10 tonnes que chaque Français émet chaque année, et je redis, il faut passer de ces 10 tonnes à 2 tonnes, eh bien, il y a 500 kilos qui relèvent de la rénovation du tertiaire. 500 kilos sur 10 tonnes, c'est quelque chose qui est absolument considérable. En fait, c'est 500 kilos qu'on peut enlever. Qu'on Parce pourrait qu'il enlever. y en a plus que ça, mais les 500 kilos, c'est ceux qu'on peut enlever avec les actions présentées. Voilà, il y a 2,3 tonnes qu'on pourrait enlever globalement, et dedans, il y a 500 kilos qui relèvent du tertiaire. Donc, ça veut dire que la responsabilité des professionnels du tertiaire est très importante pour l'ensemble des sacs à dos de l'ensemble des Français. Exactement. Et ce que veut dire aussi cette slide-là, c'est que si vous êtes dirigeant d'entreprise, que vous avez un bâtiment et que vous voulez faire un choix de décarbonation, j'ai envie de dire, vous n'avez pas tellement besoin de nous pour savoir que la première de vos priorités, c'est la rénovation. Voilà. Moi, je suis encore d'une génération, d'une culture où quand on avait un besoin immobilier, le premier réflexe, c'est je vais construire quelque chose et je vais vendre ce que j'ai déjà. Bon, évidemment, c'est pas aussi binaire que ça, mais la première des solutions, c'est la rénovation. Si vous voulez véritablement avoir un impact de décarbonation. On te laisse poursuivre, Lola.
Exactement. Exactement par rapport à ce que disait Jérôme. Et donc, effectivement, la première action à mettre en œuvre, c'est de définir les exigences en termes d'émissions carbone pour le tertiaire. On le sait, on est sur une décarbonation sur les 10 dernières années qui est très légère. Les objectifs à l'horizon de la décarbonation, ce serait de diviser de réduire de 95% notre émission carbone, d'une part par l'efficacité énergétique et par l'évolution du mix énergétique. Donc pour réduire de 95%, il y a des actions qui vont être drastiques à mettre en œuvre. Ça ne va pas se faire de manière simple, donc forcément, il va y avoir un ensemble d'actions à mettre en œuvre. Donc j'ai choisi de sélectionner quelques fiches dans la prochaine étape pour illustrer en fait ces gains du tertiaire. Ici, en fait, on retrouve les ordres de grandeur des potentiels de décarbonation de la rénovation du tertiaire, donc sur la gauche, et sur la droite, d'autres potentiels de décarbonation qui sont importants à prendre en compte lorsqu'on envisage un projet de rénovation. L'enjeu ici, c'est vraiment de parler de décarbonation. Évidemment, ces étapes s'ancrent dans une démarche globale. Elles ne peuvent pas être effectuées de manière isolée, mais on essaie de cibler ici les gros potentiels de décarbonation. Donc, les actions sur la rénovation, il y a vraiment un bloc majoritaire, c'est la réduction des consommations énergétiques. Mais de façon non négligeable, le fait de choisir une rénovation avec des matériaux bas carbone, ça va aussi avoir un gros impact, et réduire l'impact des gaz fluorés. Donc, je définirai un peu plus tard ce que c'est et comment s'en passer. Ensuite, il y a 2 actions qui sont aussi importantes et qui vont avoir un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'autres impacts, notamment sur la question des ressources. C'est tout ce qui est autour du réemploi et la réduction des déchets. Donc, en parallèle, la question des autres potentiels de décarbonation qui ne sont pas forcément spécifiques à la rénovation, je pense qu'il est quand même important de les mettre en parallèle parce que ce qu'on voit, c'est que notamment agir sur la mobilité domicile-travail a un potentiel pratiquement aussi élevé que l'ensemble des actions en face. Ça montre donc qu'avoir une action pensée dans son ensemble aux actions qu'on met en œuvre est nécessaire, puisque si on met en place une rénovation exemplaire sans prendre en compte du tout la mobilité domicile-travail, par exemple, on fait une rénovation exemplaire d'un bâtiment, mais tous les salariés sont obligés de faire 50 km de voiture quotidiennement, on va peut-être avoir un effet contre-productif. Donc, c'est vraiment important de mener les 2 actions en parallèle. Un autre potentiel, c'est d'éviter de construire des bâtiments tertiaires. Donc, c'est vraiment à l'intersection entre la décarbonation du neuf et la décarbonation du tertiaire, puisque si on évite de construire des bâtiments tertiaires, donc on a moins d'émissions pour les bâtiments neufs, mais ça implique de rénover les bâtiments existants. Donc ici, sous une autre forme, en fait, on retrouve les potentiels de décarbonation liés à la rénovation du tertiaire, où on peut bien prendre conscience des ordres de grandeur des réductions. Et on voit bien effectivement que la réduction des consommations d'énergie et le choix d'énergie moins carbonée est prépondérante dans l'objectif de réduction. Ça montre que la baisse des émissions liées aux consommations d'énergie est l'action prioritaire à mettre en œuvre pour rénover le tertiaire. Je détaillerai un peu par la suite la question des gaz fluorés et des matériaux bas carbone. Donc pour commencer sur la question des consommations énergétiques, ce qui est important à prendre en compte, c'est que chaque usage de bâtiment a des postes de consommation énergique prioritaires. Ici, sur ce graphique, on a les gains de gaz à effet de serre envisageables pour chaque usage de tertiaire et chaque poste de consommation d'énergie. Donc, on voit bien que les postes de consommation sont répartis de façon très différente d'un usage à l'autre. Et donc, c'est essentiel de faire cette première étude cibler les gros consommateurs. Par exemple, en enseignement, la part du chauffage va être très élevée, alors que dans les bureaux, la part éclairage, ventilation, bureautique va être beaucoup plus élevée. Donc, c'est vraiment nécessaire de cibler cela en fonction de l'usage avant de passer à l'action.
Évidemment, ça peut se pousser de façon plus approfondie, mais ce premier ordre de grandeur permet d'orienter son action. Ensuite, donc pour chaque poste de consommation, pour le chauffage, l'éclairage, les bureautiques, la ventilation, l'eau chaude sanitaire, la climatisation, Parcours ABC vous permet d'avoir une fiche détaillée pour chaque action qui donne les potentiels de chaque action et les pistes d'action à mettre en œuvre. Donc je vais revenir sur la question de l'impact des gaz fluorés. Pourquoi est-ce qu'ils ont un tel impact? Les gaz fluorés, ils sont des gaz qui sont présents dans les pompes à chaleur et les équipements frigorifiques. Et en fait, ils ont un pouvoir réchauffant global très important, bien plus élevé que le CO2. Et donc, chaque fuite, même si elle est en quantité assez faible, elle représente un impact non négligeable sur l'effet de serre. Lors des changements d'équipement, lorsque l'appareil est défectueux. Et donc, ça va vraiment dépendre des gaz qui sont utilisés dans les appareils. Ici, rapidement, on voit que la répartition des émissions de gaz à effet de serre est assez variée selon les types d'équipements. Donc, ça peut être intéressant d'avoir en tête que tous les équipements ne se valent pas avant de recourir à l'un ou à l'autre sur ce critère. Ensuite, donc avec un impact équivalent, c'est les matériaux de construction. Je trouve que c'est important d'aborder ce sujet parce qu'on en entend beaucoup parler d'utiliser des matériaux bas carbone. Effectivement, ça a un impact. Et ici, sur ce schéma, en fait, je trouve qu'il est intéressant de noter que tous les postes de consommation de matériaux n'ont pas le même impact. En effet, dans les matériaux de construction, on considère différents postes de matériaux. D'une part, il y a le gros œuvre, ça va tout ce qui va considérer les fondations et la structure. Ensuite, le second œuvre, on va avoir la toiture, cloison, menuiserie intérieure, extérieure, les revêtements. Puis, tous les équipements, être électricité, plomberie, chauffage, ventilation, électricité, les ascenseurs. Et donc, ce qu'on voit sur ce schéma, c'est que les équipements représentent environ 50% de la part d'émissions et que le gros œuvre, au contraire, est assez faible. On voit donc qu'il est assez important de se concentrer sur cet aspect et ne pas uniquement se focaliser sur le gros œuvre. La part de second œuvre est aussi assez importante, donc ça peut être intéressant d'agir sur cet aspect. Alors, le point suivant, qui n'est pas directement et uniquement lié à la rénovation du tertiaire, c'est le fait d'agir sur la mobilité domicile-travail. On en parlait à l'instant. Ça peut avoir un impact qui est très fort et donc il ne faut pas considérer que agir sur la mobilité domicile-travail est suffisante ou rénover est suffisante. Il faut vraiment agir sur les deux en parallèle et éviter d'avoir une action qui aurait un effet rebond sur ces autres stratégies. Ce que je trouve intéressant de détailler sur ces informations, donc qui sont plus détaillées sur la fiche mobilité domicile travail sur le site de Parcours ABC, c'est les gains potentiels de chaque solution de décarbonation des mobilités quotidiennes. Ce qu'on voit, c'est que le télétravail et le triplement du covoiturage, qui sont des solutions fréquemment évoquées pour décarboner les déplacements, ont en fait un impact assez faible de 20 et 10 kg chacun sur les 540 kg qu'on peut atteindre. Ce qui va avoir un impact bien plus important, c'est le fait de recourir aux modes de transport doux, marche, vélo électrique, d'avoir recours à des véhicules électriques, biogaz ou hydrogène, ou encore, ce qui est très impactant, c'est le rapprochement domicile-travail de 10 km. Et donc, on voit bien qu'ici, ça va très fortement impacter la stratégie de l'entreprise, puisque il peut être plus intéressant d'avoir un plan global de mobilité sur l'ensemble des collaborateurs pour essayer d'optimiser le lieu de l'entreprise
pour diminuer les transports et favoriser les modes doux ou les modes de transport collectifs. Ensuite, le prochain point, éviter de construire des bâtiments tertiaires. Sur ce point, c'est important de noter qu'effectivement, un bâtiment avant rénovation va être forcément plus émissif qu'un bâtiment si on le rénove ou un bâtiment neuf. Donc ici, on a la consommation énergétique, la consommation en émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment pendant 50 ans. Donc on prend en compte en orange les émissions de gaz à effet de serre dues à la consommation énergétique, et en violet, les émissions de gaz à effet de serre liées aux matériaux de construction. Donc le bâtiment, la première colonne, on a un bâtiment sans rénovation. Il va avoir une consommation énergétique importante, donc des gains très élevés, des consommations très élevées sur son cycle de vie. Ensuite, sur la deuxième colonne, on a un bâtiment rénové de façon performante. Donc on va avoir un peu de consommation liée à la construction, mais beaucoup moins de consommation énergétique. On aura donc un gain très fort par rapport à un bâtiment sans rénovation. Et pour la comparaison, si on décide d'abandonner le bâtiment ou de le revendre pour en construire un neuf sur une autre parcelle, on va avoir des émissions qui seront plus élevées. Cette fois-ci, la consommation énergétique sera plus faible puisque un bâtiment neuf sera plus performant qu'un bâtiment rénové. Mais la part des matériaux de construction sera cette fois-ci beaucoup plus élevée. Et donc, au total, le bâtiment neuf aura quand même plus d'émissions que le bâtiment rénové. À noter ici, on pourra avoir l'impression que le bâtiment neuf et le bâtiment rénové se valent presque à en tout cas, ont le même ordre de grandeur d'émissions. Mais il faut noter tout de même que dans le bâtiment neuf, on ne prend pas en compte le coût de la démolition du bâtiment ou de sa retransformation future. Et donc, dans une démarche de raréfaction du foncier, de lutte contre l'artificialisation des sols, il y aura d'autres impacts qui ne sont pas forcément directement liés au carbone, mais qui vont rendre le fait d'abandonner un bâtiment pour en construire un neuf très compliqué. Voilà, tous ces arguments-là penchent clairement pour la rénovation, en plus de la consommation de ressources également. Voilà, on est passé assez rapidement sur les grands ordres de grandeur principaux. Donc, on va peut-être pouvoir revenir. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Je redonne la parole à Pierre-Yves pour cela. Merci beaucoup Lola. Un petit mot pour Romain Marten, qui était chef de projet bas carbone et résilience jusqu'au mois de septembre dernier, qui aujourd'hui est affilié à la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de la rénovation des bâtiments. Donc on voit bien qu'il a maintenu son cap autour de la rénovation et que peut-être les chiffres sur lesquels il a travaillé, faisant apparaître à quel point la rénovation avait un impact considérable, font comprendre l'évolution de son projet. Alors, on a une question de Sylvain qui me paraît qui est utile à creuser, qui est sur la méthode de comptabilisation. Et justement, c'est pour ça que je parlais de Romain. Lola, tu es rentrée un petit peu dans la machine pour essayer de comprendre comment Romain avait fait ses calculs, sur quelle base. En fait, ce qui sera intéressant, au-delà de la question précise de Sylvain, c'est quelles sont ses sources pour sortir ces chiffres-là, et ensuite, comment est-ce qu'on calcule l'impact décarbonation d'une construction neuve qui, de toute façon, a un impact carbone? Effectivement, donc le parcours ABC, c'est vraiment l'agrégation d'énormément de ressources. Tous les liens absolument sont sur le site. Il y en avait déjà quelques-uns dans ce diaporama, mais pour aller plus loin, vraiment, toutes les références sont sur le site. Les principales ressources, ça va être vraiment la stratégie nationale bas carbone qui donne les grandes tendances. Et ensuite, pour collecter les données, il y a par exemple le hub des prescripteurs bas carbone ou encore l'expérimentation E+C- qui donne des enseignements sur la construction neuve en grande ressource. Et alors, comment on fait pour estimer la construction neuve?
et son impact carbone, on fait une moyenne de construction neuve, on fait la moyenne de la construction neuve par rapport à la réglementation. Enfin, comment est-ce qu'il a établi l'impact carbone du construction neuve? Effectivement, la construction neuve, elle est assez étudiée en termes d'impact carbone. De par déjà l'expérimentation E+C- et maintenant la RE 2020. Donc, on a beaucoup de données. Les deux postes d'émission principaux, c'est la consommation énergétique et la part des matériaux de construction. Et donc, tout ça, il y a eu beaucoup d'agrégations de données faites lors de l'expérimentation E+C- qui ont été étudiées par le hub des prescripteurs bas carbone, donc qui permettent d'obtenir les moyennes des constructions neuves, puis aussi les secteurs par secteur, on peut filtrer uniquement les bâtiments tertiaires ou uniquement les bâtiments tertiaires destinés à des établissements de santé. Ça permet d'obtenir des moyennes pour chaque poste d'émission. Pour la part de on peut séparer la part de construction et la part de consommation énergétique, ainsi que chaque poste, gros œuvre, équipement, second œuvre. On peut peut-être préciser, Lola et Philippe, parce qu'on a la question de construire un bâtiment, correspond à beaucoup de contraintes. Pour construire un bâtiment, avant, on avait un programme, un terrain et des compétences. Et donc, on disait, j'ai besoin de construire, j'en sais rien, 1000 mètres carrés de bureaux, 500 mètres carrés d'entrepôt, etc. Et un architecte, des bureaux d'études travaillaient sur le sujet. Aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, eh bien, on va déjà regarder, la première chose qu'on va regarder, c'est les matériaux qu'on va utiliser. C'est la fameuse analyse des cycles de vie. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser un certain quota de carbone pour votre bâtiment. En d'autres termes, ça veut dire qu'avant, vous faisiez ce que vous voulez et on regardait finalement les calculs thermiques du bâtiment. Aujourd'hui, on continue à regarder les calculs thermiques du bâtiment avec des contraintes très fortes, mais on demande aux constructeurs de justifier que l'utilisation des matériaux qu'ils vont faire ne dépasse pas un certain nombre de kilos. Exemple, le béton a un poids carbone, le bois a un poids carbone, la poignée de porte a un poids carbone. Tous les matériaux sont identifiés avec les fameuses fiches ACV et vous faites la somme de toute l'utilisation de ces fiches-là et vous avez un bilan carbone, entre guillemets, de la construction qui est plafonné. Voilà. Donc, c'est une nouvelle démarche, c'est la RE 2020. C'est une nouvelle démarche qui est très contraignante. Et c'est juste pour préciser à la question qui était posée, que les analyses faites par Novabid ont tenu compte de ces critères-là. Alors, pendant que tu as la parole, Jérôme, l'artificialisation des sols, on voit bien que c'est pas, si on a à choisir ça, c'est pas pour l'impact carbone, c'est pour autre chose. Notamment, tout à l'heure, on parlait de la préservation de la biodiversité. Tu as quelque chose à rajouter sur la question de l'artificialisation des sols et comment est-ce qu'on peut engager les dirigeants à faire un choix plutôt raisonné et raisonnable sur cette question de l'artificialisation? Oui, c'est un point qui est très important parce que, alors, il n'est pas totalement intégré dans les analyses qu'on vous présente là, mais c'est un point qui est très important parce qu'aujourd'hui, là, je vais tout mélanger, le logement, le bureau, les équipements, etc. Aujourd'hui, là, il y a une loi qui est la loi ZAN qui a pour objectif à horizon 2050, si je ne me trompe pas, de garantir que lorsque vous construirez un bâtiment, ça n'affectera pas l'artificialisation des sols au niveau national. En d'autres termes, ça veut dire qu'avant, même chose, on voulait construire un bâtiment, on le mettait où on voulait à partir du moment où le terrain était évidemment constructible. Dans quelques années, ce ne sera plus possible. Il faudra justifier de trouver une désartificialisation à un endroit donné pour pouvoir artificialiser à un autre endroit. Donc, artificialiser, pour simplifier, c'est dire je rends un terrain imperméable parce que j'y pose un bâtiment ou j'y pose des parkings, etc. Donc, à la fois, on pourrait se dire que ça n'a pas un impact dans les chiffres qu'on vous a montrés, mais en fait, c'est un impact qui est considérable. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans quelques années, vous n'aurez a priori pas d'autre choix. Vous aurez deux choix. Soit de rénover votre bâtiment, le rehausser,
le restructurer, soit d'acheter des droits de désartificiation à un endroit. Par exemple, vous pourrez demander à un industriel de vous vendre 500 mètres carrés de parking, de droits de parking, pour pouvoir vous construire 500 mètres carrés d'artificialisation. C'était un peu ce qui s'était passé avec quelques excès sur le carbone industriel. Voilà. Il y avait on pouvait racheter du carbone à des entreprises vertueuses pour soi-même dépenser du carbone dans sa production. Ça va être la même chose dans le bâtiment, dans des délais assez proches. Et effectivement, ici, pour préciser, ici, on parle uniquement de carbone et pas d'artificialisation des sols. C'est pour ça que ce sujet paraît si faible dans les chiffres montrés précédemment, parce qu'en fait, l'impact carbone de l'artificialisation des sols, il est juste dans le fait qu'on baisse les puits de carbone, puisque les sols non artificialisés sont des puits de carbone. Lorsqu'on les artificialise, on perd des puits de carbone. Mais cette perte est relativement faible par rapport aux émissions en comparaison de constructions neuves. C'est pour ça que les chiffres sont si faibles, mais en réalité, il y a tout un panel d'autres facteurs à prendre en compte lorsqu'on parle d'artificialisation, notamment le panel biodiversité. Et ça me permet de rappeler les 2 tonnes de carbone qu'on doit viser pour 2050. C'est vraiment important qu'on l'ait en tête. En fait, c'est les 2 tonnes que nous sommes capables, globalement, avec le territoire, les zones humides, certains types de cultures, la sylviculture, de stocker tous les ans, par personne, par Français. Donc, ça veut dire que si on artificialise, c'est pas 2 tonnes qu'il faudra viser, mais c'est moins que 2 tonnes. Donc, en tout état de cause, le fait de non artificialiser a aussi un impact sur cette trajectoire et cette courbe. Donc, en fait, les 2 sont liés. On a des questions sur les matériaux bas carbone. Alors quelque chose d'assez inhabituel, Lola, c'est comment est-ce qu'on peut viser des matériaux bas carbone sur les installations, les équipements, les solutions techniques. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut trouver ça? Effectivement, il y a beaucoup de travail qui est fait sur le sujet. C'est un sujet qui est à l'étude actuellement par la plupart des fournisseurs d'équipements parce que on s'est rendu compte que c'était un impact non négligeable. Donc tous les fournisseurs font un effort par rapport à ça. Déjà, le premier axe d'effort, ça va être sur la sobriété, donc de réduire les distances, typiquement pour la plomberie et les courants électriques, réduire les distances à parcourir en optimisant la conception du bâtiment. Et ensuite, on peut avoir recours à des équipements moins émissifs pendant leur cycle de vie. Donc ici, on rejoint le volet sur les fluides frigorigènes expliqué tout à l'heure, donc avoir recours à des matériels qui contiennent des fluides moins émissifs. Avoir des équipements qui sont plus performants de manière générale. Pour ça, il y a forcément un travail de sobriété pour consommer moins et avoir des équipements plus efficaces. Je me permets de poursuivre ce que tu dis, parce que c'est extrêmement important dans les quelques minutes qui nous restent, sur la question du low-tech, qui est une question posée par Sylvain Coite, et la question de la sobriété. En fait, on est rentré dans une démarche dans le bâtiment où il va falloir faire des choix. Et dans le neuf, c'est pareil. On doit faire des choix pour arrêter de consommer, de surconsommer, parfois, des prestations qui ne sont pas utiles ou qui n'ont pas lieu d'être. Je comparerais ça, excusez-moi, c'est un peu vulgarisé, mais je comparerais ça à un bon dîner. Vous voulez inviter des gens à dîner chez vous, donc c'est un moment de consommation. Vous avez 2 choix. Soit vous faites un dîner à la française avec entrée, plat, dessert, digestif, etc. Vous mettez du poulet, vous prenez tout. Vous faites le vrai dîner à la française avec vous consommez énormément, vous passez beaucoup de temps à faire votre dîner. Mais vous avez une autre possibilité qui est de prendre un bon morceau de saucisson avec un très bon vin rouge, avec une jolie table, mais très simple. Et ça restera un dîner convivial. C'est la même chose dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'on doit rentrer dans des moments où on doit avoir des bâtiments qui sont plus simples, plus agréables, plus conviviaux, entre guillemets. La question des distances, la question des matériaux qu'on utilise. Et en fait, c'est une affaire de choix. Et je pense que ça synthétise bien le parcours qu'on vous propose avec le parcours ABC. C'est faire des choix. Et en faisant ces choix, c'est pas si compliqué que ça. Une dernière question, Lola, sur la mobilité. On a dans le débat Célia qui nous dit
que en fait c'est compliqué, peut-être que c'est plus compliqué avec la mobilité de faire des moyennes ou de se référer aux moyennes, parce que quand on regarde un projet concret, on se rend compte qu'on a même des surprises, même au-delà des moyennes. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces moyennes-là? Parce que c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure que c'est des volumes en carbone qui sont considérables. Moi, j'aurais tendance à dire, en tout état de cause, Célia a parfaitement raison, quand on a un projet, quel qu'il soit, dans le tertiaire, la première chose à faire, avant même de faire un bilan carbone du bâtiment, c'est d'aller étudier les mobilités de son propre personnel, des liaisons domicile-travail et des gens qui là consommer le bâtiment, qui viennent en usager. Donc, un point à ajouter, Lola? Exactement, hein, tu as dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire. L'important, en fait, Parcours ABC, on l'a déjà dit, c'est vraiment un outil de sensibilisation pour avoir les grands ordres de grandeur sur une moyenne nationale, pour cibler les gros impacts. Mais pour aller plus dans le détail, c'est essentiel d'aller se faire accompagner par un bureau d'études spécialisé qui ira sur un détail plus fin selon les activités de l'entreprise, parce qu'effectivement, une rénovation et les mobilités domicile-travail, c'est pas forcément comparable. Donc, c'est vraiment essentiel de savoir vers quel domaine s'appuyer l'un ou l'autre et d'aller plus dans le détail pour choisir de façon pertinente. Alors, on avait une question sur la mobilité électrique et je pense que c'est un petit peu en dehors de notre propre débat puisque la question est plus globale. Comment est-ce qu'on incite des dirigeants et des entreprises à permettre à tous les salariés de venir en mobilité électrique? D'ailleurs, c'est peut-être pas complètement l'objet. L'objectif n'est pas de passer toute la mobilité carbonée en voiture électrique. Il y a peut-être aussi d'autres choix. Donc, je ne suis pas certain que ce soit le débat du jour, mais je voudrais vous donner à tous les deux le mot de la fin. Commencer par Lola et puis Jérôme, tu concluras définitivement dans quelques secondes. S'il faut retenir qu'une seule chose, Lola, qu'est-ce que... juste un petit mot sur les voitures électriques. Effectivement, c'est tout le dilemme de d'abord parler de sobriété, réduire le trafic avant de pouvoir passer en électrique, parce que garder un trafic important et tout passer en électrique, ce sera déjà pas forcément possible et ensuite, en plus, pas forcément efficace. Donc, mieux vaut réduire au maximum la quantité de déplacement par les différents moyens d'action qu'on a évoqués et ensuite transférer le trafic restant en mobilité décarbonée, dont l'électrique. Voilà. Et je pense que cette démarche-là, ça résume assez bien le propos. Il faut cibler les grandes actions et ensuite agir dans le détail sur chaque action qu'on a ciblée. Et je pense que c'est tout le sens de Parcours ABC, d'aller s'orienter sur les grands postes de consommation pour aller choisir les postes sur lesquels on va agir et mettre en place un plan d'action. L'essentiel, c'est de gagner chaque kilo qui va compter. On le voit bien, on n'a pas d'action unique. C'est un panel de l'ensemble de toutes les actions qui va permettre d'être efficace. Et ça me fait penser à une chose. Hier, il y avait la présentation du deuxième rapport du GIEC à Angers. Et Hélène Bouchou, élue à Angers, a fait le propos d'ouverture. Et deux choses qui concernaient le propos d'aujourd'hui dans son propos. La première, c'est qu'il faut moins se déplacer. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut moins construire de neuf. C'était assez étonnant parce que c'est rare d'avoir un élu qui monte sur scène pour dire des choses qui sont aujourd'hui très connues dans la profession. Et on voit qu'il y a un mouvement qui a démarré. Jérôme, à toi la parole pour la fin. Non, écoutez, moi d'abord je voulais vous remercier d'avoir été présent à ce webinaire. Ce que j'aimerais peut-être retenir de notre présentation, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses à intégrer, mais en fait c'est assez simple. La vraie simplicité, c'est de faire des choix simples et c'est tout à fait possible en fait. C'est tout à fait possible. Et moi, vous voyez, on est dans une période dans le bâtiment, c'est pas évident en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui changent, c'est pas simple. Pour autant, on est nombreux à être très optimistes parce que, à l'exemple de ce qu'on vous montre là, bien, on va réduire un petit peu nos ambitions, on va réduire nos choix pour faire les choses plus simplement. Et je pense que beaucoup de chefs d'entreprise qui sont concernés par cette question-là font la même chose dans leurs entreprises. Donc finalement, c'est assez simple.
C'est juste une question de posture. Alors, la posture est violente parce que la réduction est importante. Voilà, mais pas d'inquiétude. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne journée. Au revoir.